Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Une fois de plus, ce soir, nous allons parler de l'actualité. Que s'est-il passé cette semaine à Mayotte? Un invité avec qui nous allons en parler. Je vous propose de me suivre. Nous allons tout de suite le retrouver. Je suis maintenant aux côtés de mon invité, il s'agit de Pierre Bellucci, journaliste à Mayotte Hebdo. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous nous avez amenés ici, d'abord pour bien situer les lieux, nous sommes à la Pointe Mahabou, donc un endroit magnifique, comme on peut le voir. Il y a peu de parcs à Mayotte, donc je trouvais ça judicieux de faire ça ici. C'est un endroit que beaucoup de nos invités affectionnent particulièrement, on l'a vu dans nos précédents numéros. Alors Pierre, avec vous, on va aborder l'actualité de la semaine à Mayotte, avec ces sujets qui ont marqué les Mahorais. On va commencer par l'affaire IBS. IBS qui a beaucoup fait parler, le préfet s'en est mêlé. Pierre, vous le connaissez peut-être le dossier. On va regarder le sujet, on en parle avec vous juste après. Après 2 ans de bataille juridique entre IBS, exploitant de la carrière de Kangani, et le propriétaire du terrain, Frédéric Darchery, les choses avancent doucement. La DEAL, la DIACT et le préfet de Mayotte ont discuté ce matin avec le directeur d'IBS, toujours menacé d'expulsion. Des représentants du potentiel repreneur de la carrière, le géant Vinci, étaient aussi présents. Si la réunion aura permis d'ouvrir les négociations, l'affaire reste très complexe. Il est difficile de me prononcer sur les questions qui ont été posées parce que honnêtement, je n'ai pas les réponses. Seuls nos juristes pourront répondre et très certainement, ça fera l'objet d'une autre réunion. Peut-être que j'en aurai un peu plus à dire, mais la réunion qui s'est passée ce matin était sur un aspect purement juridique et ça concernait essentiellement le social. Ce volet social concerne l'avenir des 200 salariés d'IBS, un avenir qui reste incertain car les conditions de reprise par Vinci Construction Outre-mer ne sont toujours pas arrêtées. Autre échéance pour IBS, le jugement en cours contre Jean Darchery. Pour ce procès en appel, la direction espère que le tribunal reconnaîtra la valeur du bail qu'elle détient pour l'exploitation du terrain. Nous considérons que nous avons un bail de fait, et que le tribunal va trancher. Le bail de fait qui s'appelle la sollicitation, c'est que M. Darchery est passé par une tierce personne pour nous faire une proposition écrite, où tout est dedans. Il voulait un bouquet de 2 millions, il voulait un loyer de 25 000 euros, et il voulait un passage autre que le village de Kangani. On lui a répondu par assignation d'huissier qu'on était d'accord. Pour avoir des réponses claires, il faudra donc encore attendre, mais au moins le dialogue est ouvert avec la préfecture. Une affaire compliquée. Pierre, vous qui avez peut-être eu à traiter du sujet, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui est ressorti de votre côté? Écoutez, c'est extrêmement compliqué comme affaire. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ça continue, ça prend une autre ampleur. Aujourd'hui, les salariés ont bloqué. Donc, ça prouve aussi qu'eux se sentent concernés. Je trouve que ça donne une autre tournure aux choses. Maintenant, voilà, que va-t-il advenir, que vont faire les pouvoirs publics, j'allais dire, pour que l'affaire s'arrange, je sais pas. Voilà, je trouve ça un peu affligeant, ce qui se passe, à la fois pour les salariés. Dans quel sens par rapport à... Socialement pour les salariés, parce que je veux dire aujourd'hui, voilà, c'est une situation où il y a des personnes qui travaillent, qui ont des familles à nourrir et qui vont se retrouver peut-être sans travail. Alors les problèmes questions après, peut-être d'une reprise après. Il est question d'une reprise. Forcément, le dossier est encore en traitement, donc on ne sait pas ce qui va venir de ces salariés, en tout cas pas maintenant. Le préfet justement a reçu en réunion les différents intervenants, les différents protagonistes dans l'affaire. Alors pour qu'une affaire aille aussi loin, ça fait un moment que ça dure. Oui. Vous, quel regard vous portez? Est-ce que c'est des choses qui devraient se passer différemment ou c'est normal que ça prenne cette tournure?
Le fait que ça prenne cette tournure, non, c'est pas normal. Ça prouve vraiment que le malaise est là, il est tenace, il est présent, il dure sur le temps. Alors, il est question d'un repreneur, mais le problème, c'est le flou qu'il y a autour de tout ça. C'est-à-dire que voilà, ce sont des salariés qui sont complètement dans le flou, qui ont peur pour leur avenir. Alors, ils bloquent. Ce sont des actions de grande envergure, comme c'est souvent le cas à Mayotte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? C'est difficile parce que c'est difficile de se mettre à la place des personnes qui le vivent. Donc nous, en tant que journalistes, on essaie de relayer ce qui se passe. Maintenant, c'est très très compliqué parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. C'est-à-dire que nous, on entend ce que... Et on essaye d'aller chercher ce qu'on veut bien aussi nous dire. Donc on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, notamment de ce qui se passe en interne, ce qui se passe pour cette reprise justement. Donc voilà, en tant que journaliste, c'est compliqué. On essaye d'aller voir, d'aller sur le terrain, d'aller voir les salariés, d'essayer de comprendre ce qu'ils vivent. Ensuite, au niveau de la direction, c'est plus compliqué d'avoir vraiment des personnes qui nous parlent franchement. Donc c'est une situation très compliquée qu'on suit. Vous venez de l'évoquer, Pierre, les salariés d'IBS ont bloqué les routes, notamment le rond-point à Kaweni. Et on se rend compte que dès que les salariés à Mayotte sont dans le malaise et il y a une incompréhension, ils descendent dans les rues. C'est quelque chose que vous comprenez, vous ? Alors oui, c'est quelque chose que je comprends parce que véritablement il y a une colère, il y a une grande colère, une colère qui s'exprime par la rue à Mayotte. C'est une manière de faire. Je trouve, c'est le sentiment d'avoir, on doit s'exprimer, on le fait par la rue, on bloque parce qu'on sait qu'en bloquant, on va être écouté. C'est aussi ça qu'il y a derrière, le fait d'être écouté, d'être entendu. C'est obliger les gens à justement prendre le temps de les écouter et peut-être trouver une solution à leurs problèmes. C'est le seul moyen que les salariés et que d'autres trouvent pour vraiment se faire entendre et avoir une résonance, un écho de ce qu'ils vivent. Donc voilà, c'est cette rue et c'est ces blocages. D'autres personnes, Pierre, qui souhaitent se faire entendre, ce sont les membres du SNUIPP qui ont prévu le 9 avril prochain de descendre eux également dans la rue. On regarde ce reportage et puis on en discutera juste après. Le 9 avril prochain, le SNUIPP entamera son 4e jour de grève pour l'année 2015. Les revendications sont toujours les mêmes, à savoir l'alignement des allocations familiales sur le niveau de la métropole, mais aussi la renégociation du taux d'indexation des salaires. On nous avait demandé un temps que l'administration puisse se mettre d'accord sur les sujets. On espérait qu'il y ait réaction de leur part. Comme il ne s'est rien passé, en tout cas, il n'y a pas eu de suite par rapport à nos sollicitations ces derniers temps. Donc aujourd'hui, le conseil syndical du SNUIPP FSI Mayotte a décidé de porter les revendications relatives à la fonction publique, pour la grève du 9 avril prochain. Pour ces problèmes de conditions de travail, d'avancement de carrière, d'indexation, le syndicat avait décidé d'interpeller directement les élus comme Ibrahim Aboubakar, mais aucune réponse n'a été apportée à leur demande. Ce qui inquiète aujourd'hui le SNUIPP, c'est aussi la situation des anciens agents de la collectivité départementale de Mayotte. Statut de l'île avant la départementalisation, leur ancienneté n'est toujours pas prise en compte, et ce malgré des travaux engagés en 2013. Comme c'est un appel national, nous espérons que les autres fédérations et confédérations locales relayeront l'appel. S'agissant des points et des sujets qui concernent spécifiquement les agents publics à Mayotte, nous espérons que les autres syndicats porteront ces points-là et qu'on arrivera à se mettre d'accord pour une éventuelle poursuite du combat. Cette date du 9 avril n'a pas été choisie par hasard. Elle correspond à l'appel à la grève interprofessionnelle et intersyndicale au niveau national de tous les agents de la fonction publique. C'est sans doute le meilleur moment pour le SNUIPP de relayer ses revendications locales. Un mouvement national guetté de très près par SNUIPP Mayotte, Pierre. Oui, alors un mouvement national, un mouvement aussi sur notre île, un mouvement qui ne concerne pas qu'un syndicat, ça concerne aussi tous les syndicats, ça concerne le rattrapage aussi. Et ça, c'est très important, c'est une question
qui est primordial aujourd'hui, le rattrapage avec la métropole. Alors on sait que c'est compliqué, on parle de rattrapage, Mayotte est département depuis 3 ans, c'est compliqué de parler de rattrapage. Maintenant c'est vrai que c'est une vraie lutte, un vrai combat que mène ce syndicat, que mènent d'autres syndicats. La CFDT hier avait son 7e congrès. On a parlé aussi du rattrapage, on a parlé d'indexation, on a parlé de la santé, on a parlé des retraites, ce problème des personnes avant la départementalisation. Donc c'est encore une fois... le chantier est vaste, on a l'impression à Mayotte. Encore une fois, c'est la 4e fois qu'ils font grève, qu'ils descendent dans la rue. Encore, on rejoint un peu avec ce qui s'est passé pour IBS. C'est compliqué. Les syndicats ici ont un rôle très important à jouer. Ils tentent tant bien que mal de le faire en descendant dans la rue, en essayant d'alerter, encore une fois, c'est cette question-là, d'alerter. On a vu qu'il y a eu des négociations justement avec Paris qui n'ont pas forcément abouti. Tout à fait. Et c'est-à-dire que Mayotte, malgré justement le fait d'avoir accédé à la départementalisation, certaines personnes ne sont pas encore prêtes peut-être à entendre certaines revendications mahoraises, ou alors c'est juste une question de temps, comme vous le dites, le rattrapage se fera, mais il faut laisser le temps au temps. Alors je crois qu'il y a effectivement cette question de temps, bien entendu. Maintenant, il n'y a pas que ça. Mayotte, c'est compliqué parce qu'on a l'impression on n'entend pas parler de Mayotte en métropole. Lorsque j'y étais il y a quelques temps de ça, j'étais dans une rédaction en télévision et c'est une petite anecdote mais qui est très révélatrice quand même de ce qui se passe. C'était un directeur de publication, donc dans un journal télévisé, du moins dans une télé locale, et qui ne connaissait pas Mayotte. D'accord. Quand je lui ai dit que j'allais aller travailler à Mayotte, il m'a dit mais Mayotte, ça se trouve où ? On a quand même affaire à quelqu'un qui est très cultivé, ça fait encore très. Ça fait très loin, ça parle pas. C'est-à-dire que Mayotte, c'est un département français à l'autre bout du monde que personne ne connaît. Alors oui, dans ce sens-là, le rattrapage est difficile parce que les élus qui sont en métropole. Mayotte, c'est compliqué. C'est compliqué pour aussi les élus qui viennent d'ici de se faire entendre. Alors se faire entendre à l'Assemblée nationale, se faire entendre au Sénat. Ça commence de plus en plus. On a quand même commence bien entendu, mais c'est aussi le rôle des syndicats, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est compliqué, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas forcément entendus par leur confédération, qu'ils sont un peu délaissés. Alors il y a des rapprochements au fur et à mesure, on l'a vu encore hier avec la CFDT qui a changé de nom. Qui est devenue la Confédération interprofessionnelle CFDT de Mayotte. Donc il se rapproche encore un peu plus de la Confédération CFDT. Mais il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore beaucoup de luttes, beaucoup de combats pour ces syndicats. Ils vont continuer de faire grève, je crois, et c'est aussi leur rôle. Donc, on l'a beaucoup vu aussi ces derniers temps. Beaucoup déplorent le fait que certaines mesures sont mises en place à Mayotte et ne correspondent pas forcément aux réalités du terrain. Vous acquiescez ça Oui, encore une fois, c'est compliqué parce que la réalité du terrain, il faut la connaître, il faut la vivre aussi. Alors, c'est vraiment des personnes qui font les allers-retours avec la métropole, peut-être qui s'en éloignent, je ne sais pas. Oui. Puis il faudrait peut-être que les élus aussi en métropole viennent. Alors on en voit quelques-uns de temps en temps qui viennent à Mayotte. Est-ce que vraiment ils ont conscience de ce qui se passe à Mayotte, des problématiques de l'île ? Après il ne faut pas aussi voir que le négatif, je pense, personnellement. Il y a aussi du positif. C'est peut-être aussi le problème, c'est qu'en métropole on entend beaucoup parler du négatif quand on parle de Mayotte. Pas suffisamment des choses qui sont positives. Et forcément du même coup... ça crée un fossé entre ce qui existe et ce qu'il faudrait faire justement. Je pense que ça crée un fossé. Forcément, quand on parle que du mal d'une île, ou enfin du moins des côtés négatifs, c'est-à-dire la délinquance, c'est-à-dire on parle d'immigration clandestine, on parle des problèmes sanitaires, on ne parle jamais des côtés positifs alors qu'il y en a énormément. Nous qui vivons sur l'île, on peut le dire clairement. Donc ça c'est un peu dommage. C'est aussi notre rôle à nous, journalistes, d'essayer de faire changer ça, changer l'image de Mayotte pour que ces élus prennent conscience que cette île est son 1e département et qu'il faut qu'ils agissent pour que ça change. Du changement, oui, Pierre, c'est ce que souhaitaient également les élèves du collège de Tingoni qui se sont révoltés suite à des repas qu'ils ont estimés pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. On regarde ce reportage. Les collégiens de Tingoni sont remontés. Ils dénoncent la qualité des repas servis à midi. Selon eux, ils seraient immangeables. Ils ont manifesté leur colère ce matin.
En fait, hier, on nous a donné des pizzas qui sont pourries et on a demandé pourquoi ils nous donnent ça et ils ont dit que c'est les responsables qui ont dit qu'ils nous donnent ça. Et moi, je demande qu'on change ça parce qu'on n'est pas des animaux quand même. Si on leur redonne à manger comme ça, ils ne vont pas le manger. Quand on dit qu'ils nous donnent des trucs mal à manger, c'est pas la première fois. Ils nous ont donné déjà des pâtes qui étaient pourries. Aujourd'hui, ils nous donnent des pizzas qui sont pourries. 700 à 800 élèves ont décidé de construire un barrage de fortune pour empêcher le camion du prestataire des repas, la société Panina, de faire sa livraison du jour. Une opération coup de poing que certains parents d'élèves ont soutenue. À collège de Tsingoni, les enfants ils ont réclamé par rapport qu'ils donnent les collations, que c'est pas bon le collation à l'école. C'est pareil, parce qu'ils en ont marre d'avoir la bouffe à ces manières de Maoré. Normalement, il faut avoir une structure normale, être norme, être hygiène, mais pas un truc donne des enfants n'importe quoi. Mais le mouvement de foule a vite débordé. Une équipe de gendarmerie de Sada et la police municipale de Tsingoni ont dû intervenir pour calmer les esprits. Selon la gendarmerie, un officier aurait même été blessé au visage par un jet de pierre. Les forces de l'ordre ont alors fait usage d'un diffuseur lacrymogène pour disperser les collégiens. Le calme est vite revenu en fin de matinée et tous les élèves ont pu regagner leur classe. Le vice-rectorat, contacté par téléphone, a indiqué que le chef d'établissement avait rencontré l'adjoint au maire de la commune et les parents d'élèves dans l'après-midi pour faire le point sur tous ces problèmes liés aux collations. Alors, révoltés, on l'a vu dans ce reportage, les élèves du collège de Tsingoni. Pierre, votre réaction ? Alors hier, j'étais à Tsingoni. J'intervenais dans une classe dans le cadre de la semaine de la presse. Je me suis retrouvé donc en salle des professeurs et effectivement le CPE est arrivé expliquant... Ah, vous étiez sur les lieux ? J'étais sur les lieux, alors je suis arrivé un petit peu tard parce que j'avais pas prévu d'aller faire un reportage là-bas, chose que je n'ai pas fait, mais le CPE est venu et a expliqué un peu ce qui se passait. Alors lui semblait aussi un peu atterré parce que c'est une situation très compliquée parce que voilà, on a une entreprise qui fournit donc de la nourriture. Alors pour eux aussi c'est compliqué, on le sait tous, on sait que le budget est restreint. On sait qu'ils doivent, notamment, il y a des emballages, donc c'est compliqué, ça coûte cher, et il faut apporter quelque chose qui, sanitairement parlant, est correct, quoi. Il y a déjà ça. Ensuite, il y a les élèves. On peut comprendre, c'est-à-dire que ces élèves, ils mangent des choses. Moi, j'entends souvent dire, on se demande, nous, on le mangerait peut-être pas, des professeurs ou des personnes. Donc, voilà, donc. Il y a eu cette révolte. C'est parti la veille. Il y avait eu effectivement une sorte de collation qui était, du moins qu'ils n'ont pas appréciée. Donc à partir de là, le lendemain, ils ont décidé de bloquer. Alors après, là, encore une fois, on parlait de la rue, il y a eu des émeutes, la situation s'est envenimée. Les gendarmes sont quand même intervenus. Les gendarmes sont intervenus. Jet de gaz lacrymogène et tout à fait. C'est quand même allé loin. C'est allé très très loin. Alors, ça pour une il me semble que le camion est arrivé pour livrer justement la nourriture aux enfants, du moins au collège. Et lorsque le camion est arrivé, il a été pris d'assaut, donc il a dû faire demi-tour, il me semble. Et ensuite, donc la police est arrivée sur place. Il y a eu des affrontements avec les policiers. Un policier aurait été agressé et là il y aurait eu des tirs de lacrymogène. Donc voilà, ça va très très loin. C'est la première fois que la police intervenait au collège de Tsingoni, mais je pense que voilà, c'est pas non plus nouveau ce qui se passe là-bas. Tsingoni, j'ai l'impression que c'est un peu une poudrière dans ces collèges. On le voit, ça explose un peu partout. Ça donne pas une bonne image et c'est très grave parce que ça va très loin. On frise le drame, et c'est le cas pas uniquement à Tsingoni, c'est le cas dans d'autres collèges. C'est vraiment un problème qu'il faut régler. À leur niveau, effectivement, ils ont justement souhaité manifester leur mécontentement et faire passer leurs revendications et beaucoup d'entre eux ont estimé ne pas avoir été écoutés et que la réaction a peut-être été inadaptée de faire appeler la police et les gendarmes. C'est ce qui est ressorti. Ah oui, je pense que oui, les choses se sont envenimées à partir de là. Après, c'est compréhensible. Ce qui est dommage, c'est que ça prenne des ampleurs où on frise le drame. C'est ça, mais c'est souvent le cas.
Que faire? Le dialogue a été rompu et, entre justement le corps enseignant et les élèves pour en arriver là? Apparemment, je ne sais pas si le dialogue a été rompu, parce que là, en l'occurrence, on n'est pas du tout sur des problèmes liés à l'établissement. C'est presque hors établissement, puisque là, on parle des personnes de l'entreprise qui fournit la nourriture. C'est compliqué parce que c'est un problème qui est en parallèle, qui existe. Alors au-delà du surpeuplement, voilà, ça existe et ça explose. Mais c'est un problème de plus qui explose, donc, et qui montre le malaise, qui est révélateur du malaise qu'il y a dans ces établissements scolaires actuellement. Alors autre malaise dans un établissement scolaire à Mayotte, c'est celui qui s'est produit justement au lycée Youssou N'Djamena de Mamoudzou. Une élève a tenté, a agressé et a tenté de faire passer par la fenêtre son professeur. On regarde ces images. Ce midi, devant le lycée Younoussa Bamana, les élèves ont quitté l'école calmement. Hier, un jeune lycéen aurait agressé un médiateur de Matisse à l'arme blanche. Ce jeune affirme que les violences constatées aux abords du lycée seraient perpétrées par des jeunes venus d'ailleurs. Des fois, il y a des gens qui se font racketter, mais pas ceux qui sont en groupe. Quand tu es en groupe, là, tu es en sécurité, il n'y aura jamais quelqu'un pour te déranger. C'est juste des jeunes qui cherchent qui sont pas à l'école, qui cherchent à quelque chose à avoir. Donc elles viennent nous chercher, nous qui sommes à l'école. Selon le vice-rectorat, un dispositif pour renforcer la sécurité devant chaque établissement a été mis en place depuis le mois de février 2015. Plus de policiers avec une équipe mobile de sécurité. Mais pour les médiateurs, il n'y aurait aucune amélioration sécuritaire. Les mesures en place qui sont mises, c'est la police et la gendarmerie. Et nous, en tant que médiateurs, on n'a aucune protection. La protection, c'est ça qu'on appelle la gendarmerie, qu'on appelle la police. Et puis voilà, la situation reste inchangée. Tout le monde semble dépassé par cette intensification de la violence dans et aux abords des établissements scolaires. Reste à savoir encore quelles seront les prochaines mesures pour l'endiguer. Une histoire quand même assez grave, Pierre, vous ne trouvez pas? Ah oui, alors là c'est très très grave, on atteint des proportions qui sont invraisemblables, quoi. Une élève qui tente de défenestrer son professeur, c'est là où les dérives nous alertent quand même, parce que là il faut être alerté. Alors ça explose pour d'autres raisons, hein. Là en l'occurrence c'est vraiment une agression sur un professeur, sur une personne qui représente l'autorité aussi, donc c'est compliqué. Ça pose la question de l'autorité des professeurs. On l'a vu, il y a eu des vidéos, un professeur qui est obligé de maîtriser un élève qui voulait lui jeter une chaise dessus. Là cette fois-ci on a une élève qui tente de défenestrer son professeur. Voilà, c'est grave, il faut agir, je pense, dès maintenant, il faut agir. Parce que moi j'entends beaucoup de professeurs... Quelle sorte d'action il faudrait justement mettre en place, Pierre, pour éradiquer ce genre de situation? Parce que ça prend de l'ampleur et à terme ça risque de devenir compliqué. C'est compliqué, nous sommes journalistes, nous ne sommes pas élus, donc non, pas vraiment. Vous avez quand même un regard sur ce qui se passe. Selon moi, j'entends beaucoup de professeurs dire, voilà, la situation on la connaît, elle est là, elle s'envenime. Au niveau du respect, il y a quelques années à Mayotte, les étudiants étaient respectueux, il y avait une sorte de respect. Là apparemment les comportements changent, les exigences changent aussi. Donc c'est très très grave, ça dénote encore une fois un vrai malaise, dans l'éducation nationale, tout le monde s'accorde à le dire. Pas qu'à Mayotte. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment à l'école d'éduquer, d'inculquer ce genre de valeur, le respect envers son professeur? Juste pour avoir votre avis. Oui, encore Pierre, une fois, oui, comme je comprends ce que vous voulez dire dans le sens où est-ce que c'est aux professeurs d'éduquer les enfants au niveau du respect, au niveau de la politesse. Non, je pense que là les parents ont un rôle à jouer, bien entendu. Et je pense que c'est lié, tout ça, c'est-à-dire que s'ils ont moins de respect, c'est peut-être qu'ils ont plus de liberté, que les parents sont un peu moins virulents avec leurs enfants. On le voit, il y a des lois, ça existe dans des pays d'ailleurs, les lois sur le fait de gifler son enfant. Ça existe dans les pays nordiques, où d'ailleurs ce sont des sociétés qui fonctionnent très bien. Maintenant, oui, il y a la question de l'autorité parentale.
ça c'est sûr, qui est lié à l'autorité des professeurs. Ils ne peuvent pas faire l'éducation de ces élèves, mais se faire respecter, ils le doivent pour leur travail. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Que dire Pierre, je vous propose de faire une courte pause. On se retrouve pour la deuxième partie des rendez-vous de l'info juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec un invité, Pierre Bellucci. Pierre, vous êtes journaliste. Avec vous, nous avons commencé à aborder l'actualité de cette semaine. On continue. Avec ce sujet, on reste dans la presse. Un nouveau magazine a vu le jour à Mayotte, 101 Mag. Regardez et on en parle juste après. Kala Toumi est fière de nous présenter son journal. Avec 2 autres journalistes issus de Mayotte Hebdo et d'Al-Balad, aidés par d'autres collaborateurs comme Nassuf Jailani et la couveuse d'entreprise pour le financement, le journal a pu voir le jour la semaine dernière. C'est une conjonction c'est une rencontre avec plusieurs personnes. Quand on est parti de Mayotte Hebdo, ça se murmurait. Il y avait des gens qui avaient des projets, d'autres qui n'étaient pas avec nous, comme Alda par exemple, Alda Alidi, ma collègue. On a discuté longuement. Au départ, il ne devait pas y avoir que nous. Il y a eu d'autres personnes, d'autres collègues journalistes qui au final ne font pas partie du projet. On en a discuté, on a peaufiné, on a réfléchi, imprimé, pas imprimé. Ils disposent de peu de moyens et n'ont pas de local pour le moment. Ils avouent se débrouiller tant bien que mal, car pour l'instant, ils ne peuvent pas se rémunérer, mais la cofondatrice reste confiante. Elle a une réelle ambition et l'envie de faire avancer les choses. Les gens sont allés voir, mais on s'est chargé de faire une promotion un peu avant. On a incité les gens. On a envoyé le PDF à beaucoup de monde. On a eu beaucoup de retours des gens qui vont s'abonner, qui s'abonnent déjà. C'est très encourageant. Concrètement, 101 Mag, c'est 60 pages, une rubrique flashback et une ligne éditoriale basée sur les histoires passées qui nous aident à mieux comprendre le présent. Pour le découvrir, vous pouvez le télécharger sur le site 101mag.fr. D'anciens journalistes qui ont repris justement le flambeau en continuant et qui ont tenu à faire ce nouveau magazine. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que journaliste, justement? Alors, je crois que c'est très bien, c'est une très bonne chose. Ça apporte quelque chose de nouveau, un nouveau regard aussi, c'est important. C'est important qu'il y ait beaucoup de médias ici aussi, beaucoup de points de vue. Ils vont faire quelque chose que personne ne fait aussi, donc ça va vraiment, ce côté novateur, ce côté... Un autre regard, ils vont traiter différemment puisqu'ils ont plus de temps, il s'agit d'un mensuel, magazine mensuel. Qui reste quand même bien fourni, hein. Oui, très fourni, très fourni. Ils sont plusieurs, ce sont des journalistes très compétents. Donc voilà, c'est une très très bonne chose aussi pour nous journalistes parce que voilà, ça diversifie un peu l'offre à la fois pour les lecteurs. Nous, ce sont des collègues qui vont aussi nous apporter leur regard. Nous, on va feuilleter. Je pense qu'on sera tous très intéressés par ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font déjà, puisque ça a commencé. Alors, on est dans de la mise en place pour le moment, mais je pense que ça va être très très bien, ça va apporter quelque chose à notre île. Alors ici, il s'agit de presse écrite. Vous qui êtes justement dans le domaine du journalisme, est-ce que vous avez l'impression que les Mahorais vont vers ce genre de médias justement, ou alors ils sont plus, comme on sait qu'à Mayotte, on est très verbal, on est très... tout passe par le verbe. Est-ce que c'est quelque chose qui va porter vraiment et les Mahorais vont vraiment aller vers ce type de l'oralité à la format, lecture. Ouais, c'est compliqué. La presse écrite, c'est compliqué, mais après c'est le cas aussi en métropole. C'est le cas dans beaucoup de pays du monde. La presse écrite, on sait que les gens lisent de moins en moins. Alors il faut réussir à se réformer, restructurer, proposer quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est important pour intéresser. C'est notre travail, ça va être leur travail.
Moi, je pense que c'est pas impossible. Ici, il y a des personnes qui ont envie de lire, des articles de fond, parce que c'est ce qui va se passer. C'est un magazine où il y aura des articles de fond. On va revenir en arrière aussi, ça c'est intéressant. Oui, on parlait de raconter des histoires d'avant pour mieux comprendre le présent. Mais c'est difficile lorsqu'on travaille dans des quotidiens, par exemple. Alors en hebdomadaire, c'est un peu plus simple, mais quotidien, on est sur de l'information fraîche, très fraîche, c'est du factuel. On se cantonne à ça. Eux vont justement avoir un regard un peu plus avec un peu plus de recul, ils vont pouvoir une analyse un peu plus poussée sur les choses en s'appuyant sur le passé en plus. Donc vraiment je pense que ça va apporter quelque chose de très nouveau. Alors maintenant à voir comment ils vont réussir à gérer ça. Je pense que en tout cas ils sont très compétents et qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. J'ai hâte moi personnellement de les lire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère aussi que ça va intéresser beaucoup de monde. Parce que voilà, c'est important aussi l'écrit, c'est important qu'il y ait des gens qui lisent ce qu'il se passe. Alors il y a la télévision, c'est très bien, il y a la radio, c'est très bien, mais lire aussi, je pense que c'est important. La presse écrite, maintenant c'est comme je le disais, c'est aussi aux journalistes dans la presse écrite de faire évoluer leur profession. Ça a changé, maintenant l'information elle est disponible partout, gratuitement. Il y a Facebook, il y a Twitter, donc il faut savoir aussi, c'est à nous d'intéresser, de savoir aussi s'adapter aux nouvelles technologies, s'adapter. On l'a vu, il y a un PDF qui est en train de circuler via mail. Donc, comme dit, en parlant d'adaptation, on y est là. Ah oui, pour cette question du PDF, oui, c'est vrai que ça se fait beaucoup. Le numérique, ça se fait énormément. La version papier, on a l'impression que le papier est un peu obsolète maintenant. Ces journaux papier, on a du mal. Alors c'est pour ça qu'on joue beaucoup sur le format A4, A3, parce que c'est difficile. Les gratuits, lorsqu'ils sont arrivés, justement, ils ont fait un gros effort là-dessus, en essayant d'avoir des journaux qui sont assez facilement manipulables, pour que dans le métro, on puisse, pour s'adapter aussi, s'adapter à ce monde qui va très très vite, où les gens n'ont plus forcément le temps. Alors ils consultent avec leur téléphone, ils consultent avec leur tablette. Et on a l'information qu'on souhaite avoir. Puis consomment dans les métros, dans les transports en commun, dans le métro, dans le tramway. Ici en l'occurrence, ça serait la barge. En l'occurrence, la barge, oui, tout à fait, mais dans les taxis aussi, dans les taxi-bus, il y a plein de gens qui sont avec leur téléphone. Donc il faut s'adapter, il faut réussir à s'adapter. Je crois qu'ils l'ont compris, ils ne font pas d'imprimé, ils sont en PDF. Voilà. Alors Pierre, on va continuer avec le parti justement qui a été pris par ce magazine, parler des histoires d'avant pour mieux comprendre le présent. Les chatouilleuses font partie justement de l'histoire d'avant de Mayotte. On regarde un petit peu leur point de vue sur ce qui est advenu de leur situation aujourd'hui dans ce reportage. Les journalistes, les derniers chatouilleuses de Mayotte les connaissent bien. Reportages, interviews, elles reçoivent souvent leur visite pour parler du combat qu'elles ont mené il y a près de 70 ans. En continuant à raconter leur histoire, elles veulent continuer ce combat. Pour raconter l'histoire des chatouilleuses en images, le réalisateur de documentaire martiniquais Marvin Sitter a posé sa caméra dans leur maison. Un travail de fond mené pendant 2 semaines en collaboration avec le chargé de mission de la commune de Pamandi. Ainsi, le journaliste local Pierre Belouchi en a profité pour rencontrer le réalisateur afin de répondre à la question de savoir pourquoi une énième reportage sur les chatouilleuses. Le combat des chatouilleuses, on en a écrit, on n'est pas les premiers journalistes à avoir écrit dessus. Maintenant, l'angle nouveau est intéressant, c'est pour ça que moi aussi j'ai eu envie d'aborder ça avec le réalisateur qui était présent sur Mayotte la semaine dernière. Pour comprendre sa démarche, alors lui est martiniquais en plus, donc ça lui tenait à cœur puisque les Outre-mer lui tiennent à cœur. Donc c'était très intéressant d'un point de vue journalistique de voir qu'il y a des personnes Outre-mer, que c'est pas un combat qui se fige à Mayotte quelque part aussi, ce combat des chatouilleuses. C'est un combat, je pense, des Outre-mer, c'est un combat de toutes ces personnes qui ont lutté au péril de leur vie pour devenir française. Le film de 52 minutes sera diffusé au ministère de l'Outre-mer le 27 avril prochain. France Télévisions devrait aussi l'inclure dans ses programmes. Pour aller plus loin, Marvin Sitter souhaite également organiser une projection au Sénat. Un beau coup de projecteur sur l'histoire de Mayotte et l'histoire de ces femmes attachées à la France et à sa liberté.
Une situation compliquée pour ces chatouilleuses, Pierre, qui estiment aujourd'hui ne pas être reconnues à leur juste valeur. Oui, ne pas être reconnu. Alors on parlait justement de revenir sur le passé, c'est très important pour comprendre le présent. Revenir sur le passé, je crois que c'est primordial. Il faut le faire parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire aussi, leur histoire. Et justement, elles se plaignent de ça aujourd'hui. Elles ont l'impression que voilà, elles se sont battues, elles se sont au péril de leur vie. Certaines sont mortes. Et aujourd'hui, celles qui restent, on n'en parle plus. On a l'impression que voilà, le combat est fini. Mayotte est le 101e département, donc c'est bon, tout est fini. Je comprends qu'elles se sentent un peu lésées, qu'elles aient l'impression que voilà, aujourd'hui c'est bon, les chatouilleuses, c'est une histoire passée. Pourtant, le dit, sans elles, Mayotte ne serait peut-être pas aujourd'hui comme elle est. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que leur combat n'est pas mort. Enfin, je pense pas. Il y a une relève derrière. Il y a des gens, et puis il y a des gens à qui ça parle encore. Alors nous, on n'en parle pas tous les jours en tant que journaliste parce que les chatouilleuses, encore une fois, on a beaucoup écrit dessus. Bon, voilà, on peut pas en écrire tous les jours. Intéresse, on le voit même à l'extérieur, en dehors de Mayotte, leur histoire intéresse. Donc on a l'impression qu'on est sur deux niveaux. À Mayotte, les chatouilleuses sont parties, on va dire, du passé. Or, à l'extérieur, il y a quand même une envie d'en savoir plus, de savoir qu'est-ce qui a motivé ces femmes, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. À quoi c'est dû cela, Pierre? Oui, tout à fait, mais il y a une envie au-delà de Mayotte de connaître leur combat, parce que finalement c'est vrai qu'ici il est plus ou moins connu, comme on le disait. En dehors, beaucoup moins, c'est-à-dire qu'en métropole, on parle des chatouilleuses de Mayotte, voilà, personne ne sait ce que c'est, ne sait qui c'est. Zenam Déré, c'est pas un nom qui parle forcément. Donc voilà, ce qui est important aussi, parce que comme elle disait, mon image, ma photo a circulé dans le monde entier, et moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors là, sur cette question-là, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter si si on en parlait? Si on en parlait plus, s'il y avait des reportages de faits, ce qui est le cas actuellement, si ce combat était repris, pas uniquement à Mayotte, mais ailleurs, donc ça peut être dans les Outre-mer, un combat, parce que c'est un combat, c'est un symbole, les chatouilleuses. Ces femmes, ce sont des symboles de lutte, des symboles de personnes qui veulent devenir français au péril de leur vie, qui à un moment donné se sont mises debout, face à d'autres, parfois violents. Donc ça a été un combat violent quand même, et le fait que ça c'est vraiment, il faut que ça sorte de Mayotte, c'est-à-dire que oui, il faut que ça soit repris. Est-ce qu'on serait pas sur le même schéma que les anciens combattants? Enfin, à mesure que le temps passe, elles sont de moins en moins nombreuses, ces chatouilleuses, et du coup ça les amène vers l'oubli, ça. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a le fait que finalement il y en a de moins en moins, que est-ce que le combat a encore lieu d'être? Les figures les plus emblématiques, on a vu Zenam Déré, on a vu d'autres qui sont tout à fait. Et aujourd'hui, c'est des noms qui étaient évocateurs et aujourd'hui, elles ont disparu. Après, la question c'est est-ce que le flambeau était repris? Comment tout ça a évolué? Est-ce qu'il y a encore lieu de se battre? Est-ce qu'il y a encore des luttes à Mayotte à mener? Est-ce qu'il y a des combats encore à mener? Par rapport à ce que vous disiez, oui, je pense qu'on peut faire un lien avec les anciens combattants, on peut faire des liens. On oublie parce qu'aussi on avance, parce que pas toujours revenir en arrière. Alors c'est important de prendre ça comme base pour comprendre déjà pourquoi elles se sont battues, pour essayer d'aller aussi plus loin, parce que ce sont, comme je disais, des symboles, à la fois à Mayotte et pour toutes les Outre-mer, je pense, pour les Toms, pour ceux qui sont devenus Dom. Et voilà, et c'est important que dans les Outre-mer on entende parler. En métropole aussi, mais on entend parler des chatouilleuses, de leur combat. Alors, Mayotte, vous le dites, Pierre, est un symbole pour les Outre-mer, mais Mayotte est aussi connue pour son lagon. Et qui dit lagon dit espèce protégée, bien évidemment. Et on le voit à Mayotte, ces choses ne sont pas forcément respectées par tous. Ce reportage. Mayotte, ses plages, ses tombants et ses platiers, un environnement idéal pour partir à la chasse aux coquillages. Mais pas n'importe lesquels, le casque rouge, le casque cornu, autrement appelé fer à repasser, ou encore le triton. Ces 3 coquillages magnifiques sont protégés par arrêté préfectoral depuis 1980. Interdiction donc de les ramasser.
Pour les naturalistes de Mayotte, il est essentiel que la réglementation soit respectée. Pourquoi le prélèvement aujourd'hui pose problème, malgré que ce soit des espèces qui sont peu prélevées puisque devenues rares? Tout simplement parce que ces espèces sont des espèces en voie de disparition qui est aujourd'hui dans un contexte de préservation de la biodiversité de l'île est dominant puisque le lagon est le principal atout touristique de Mayotte. Autre intérêt, ces coquillages sont aussi des prédateurs naturels de la cantastère, cette étoile de mer qui menace les récifs coralliens. Sur l'île, les prélèvements de coquillages sont contrôlés par les affaires maritimes, mais cela ne suffit pas à préserver les espèces. Le principal frein reste le manque de connaissances du grand public. Il y a une étude menée par le parc marin en 2014 qui a bien montré le défaut de connaissance des réglementations de la part des citoyens sur l'île concernant le sujet. Après, connaissant le fonctionnement et le rôle dans l'écosystème de ces espèces-là, je pense qu'il y a encore un plus grand défaut de connaissance au regard ne serait-ce que des coquillages. On recense à Mayotte près de 1000 coquillages et mollusques. Et à part les tritons, les casques cornus et les casques rouges, le prélèvement est autorisé. Avec modération tout de même, car au fil des années, les espèces se font de plus en plus rares. Des espèces protégées en voie de disparition, le lagon de Mayotte, l'un des plus beaux du monde, menacé peut-être. Oui, l'un des plus beaux du monde, comme vous dites. Alors cette question de la préservation de la biodiversité, des coquillages, mais pas que, la mangrove. La mangrove aussi, c'est très important. Leur rôle, alors je pense que là on est sur un point important parce que là il y a besoin d'éduquer. Il y a un réel besoin d'éducation, on l'a vu dans le reportage. Le problème aussi, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience. Les choses évoluent, richesses, voilà. Oui, tout à fait, mais des richesses qu'il y a sur cette île et que ces richesses, elles peuvent s'épuiser. Elles sont en train de s'épuiser. Et ça, les Mahorais n'en sont pas forcément conscients. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de ça. Alors aussi, voilà, il y a beaucoup de choses aussi à en mettre en lien. Ça va très vite à Mayotte, ça se développe tellement vite que forcément, à un moment donné, pour ce qui est de la pollution, pour ce qui est, on le voit en ce moment, il y a énormément de pics, d'électricité, de pointes d'électricité. On consomme de plus en plus. Alors ça, forcément, c'est pas sans conséquence, c'est sûr. À partir de là, il faut tout simplement faire comme le font les naturalistes, de la prévention, éduquer, faire comprendre à tout le monde que c'est primordial de préserver la biodiversité, c'est primordial de faire attention, de ne pas jeter par terre. Notre île n'est pas une poubelle, c'est pas une poubelle, on a un lagon magnifique, il faut le préserver, quoi. Il faut le préserver parce qu'un lagon, ça reste fragile, les coraux sont fragiles, ces coquillages, il faut les laisser sur la plage, alors ils sont magnifiques, on a envie de les avoir dans notre salon. Mais je pense pas que ça soit une bonne chose, sincèrement. Il faut arrêter. Il faut préserver aussi la mangrove. On connaît ses vertus. On sait à quel point elle est capable justement d'équilibrer un peu la pollution, puisqu'elle aspire la pollution. Donc notamment avec toutes les recherches qu'il y a sur les eaux domestiques, le pouvoir, les vertus de cette mangrove, il faut la préserver, quoi. Alors on l'a vu, on parlait d'insalubrité, donc souvent Mayotte est pointée du doigt pour ça, et on dit souvent que ça peut être un frein pour le tourisme. Alors ici, bonne nouvelle, un paquebot était à Mayotte avec à son bord 120 passagers qui ont eu le plaisir justement de découvrir notre île. On regarde ce reportage, Pierre. Un accueil traditionnel chaleureux animé par les chants du mbiwi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les touristes américains ont su apprécier leur arrivée au pas des danses traditionnelles. L'agence qui les a reçus, la société Bamboo Tour basée à Mayotte, en collaboration avec la compagnie américaine, ont prévu pour ces croisiéristes des excursions terrestres et nautiques. Ceux qui ne participaient pas aux excursions avaient le choix de partir en liberté. L'enjeu pour les organisateurs est de satisfaire cette clientèle qui pourrait faire venir d'autres touristes du monde. Les bateaux de croisière peuvent en attendant pallier ce manque et peuvent faire habituer la population mais aussi nos jeunesses qui veulent se lancer dans le tourisme.
Au final, c'est montrer que Mayotte, il y a le paysage, il y a le lagon, mais les Mahorais ont leur spécialité. Parce que je pense que le poulet coco, avec le coco d'ici, c'est quand même rare, c'est une autre parfum. Munis de leur appareil photo pour immortaliser ces moments uniques vécus sur le 101e département, ce sont 120 touristes américains qui dépenseront 40 à 50 € par personne pour les excursions. Pour la grande majorité de ces clients, c'est la première fois qu'ils viennent à Mayotte, donc s'ils sont contents, en rentrant chez eux, évidemment, ils pourront en parler aussi à leur famille ou à leurs amis. Et pourquoi pas se dire, tiens, on part à Mayotte ou Mayotte et on se fait toute la combinée à nouveau, découverte de la zone océan Indien pour en profiter un petit peu plus. Ce genre de tourisme à long terme pourrait injecter de l'argent dans l'économie locale. Le bateau est reparti à 17 h. 2 autres escales sont prévues en décembre 2015. Pierre, des touristes américains à Mayotte, c'est pas commun? Ah non, c'est pas commun, c'est assez surprenant. Moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion de les voir arriver dans cet immense paquebot. Alors j'ai vu le paquebot quand même, donc c'était assez surprenant de voir ça entre petite et grande terre, un immense paquebot comme ça avec des touristes américains. Je pense que c'est quelque chose de très très bien. Alors après, voilà, à savoir la problématique de l'accueil. Est-ce que Mayotte est capable à la capacité d'accueil en termes de logement, en termes aussi de transport? C'est difficile, les transports sur l'île. Donc voilà, ça c'est une vraie question. C'est très bien qu'il y ait des personnes comme ça qui viennent. A priori, ils ont été pris en charge par une agence qui s'est Apparemment, ils ont été pris en charge, mais bon, on voit qu'ils n'ont pas pu rester très longtemps non plus, parce que voilà, où dormir, comment, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, c'est les premiers de l'année, il me semble. Peut-être que ça va en amener d'autres. En tout cas, je l'espère, parce que c'est bien aussi d'avoir. Voilà, ça prouve quand même qu'il y a des personnes qui s'intéressent à Mayotte, parce que pour qu'un immense paquebot comme ça fasse escale à Mayotte, c'est quand même quelque chose de très bien, je trouve. Pierre, on l'a dit au tout début, vous êtes journaliste et ici à Mayotte. Alors, quel regard, vous, qui êtes arrivé depuis pas très longtemps à Mayotte, portez sur ce que vous avez vu, entendu depuis que vous êtes là, par exemple? Alors je suis arrivé avec un regard neuf, un œil nouveau sur l'île. Je connaissais pas l'île, j'étais jamais venu. J'avais de la famille qui m'en avait parlé puisqu'ils vivaient ici depuis plusieurs années. Alors moi j'ai été choqué par beaucoup de choses, j'ai été charmé par beaucoup d'autres. J'aime vivre ici. Alors j'aime vivre ici parce que c'est une île où il y a beaucoup de problématiques. On le dit tous les jours. Il y a des choses à régler. Il y a beaucoup de choses à régler. L'île est en perpétuel mouvement, elle est en train d'évoluer. Moi, ce qui m'a choqué, justement, quand je parlais de choqué, c'est que j'ai entendu beaucoup de choses négatives. Quand je suis arrivé, on parlait que du négatif. Et moi, avec mon œil nouveau, je voyais beaucoup de choses positives à Mayotte. Je voyais beaucoup de choses positives, notamment, déjà, l'île est magnifique. Enfin, je veux dire, je sais pas on ne le met pas assez en avant. Mais je sais pas si certaines personnes en ont conscience, en fait, en ont véritablement conscience que c'est un petit paradis quand même. C'est superbe au quotidien de vivre ici. Alors déjà il y a ça, et ensuite moi j'ai trouvé les personnes que j'ai rencontrées très chaleureuses. Il y a une chaleur qui se dégage ici à Mayotte. Ce sont des atouts que Mayotte et les Mahorais devraient vraiment mettre en avant. Tout à fait, mais je crois que ça se fait tout à fait naturellement, parce que moi je suis arrivé, on a été assez chaleureux avec moi. Voilà, il y a eu beaucoup de choses positives. Moi j'ai vécu beaucoup de choses positives qui contrastent avec ce négatif qui est trop mis en avant à mon goût, vraiment trop mis en avant. On parle que de ça. Alors certes, il y a des problèmes, on peut pas ne pas en parler, on peut pas faire abstraction, on peut pas fermer les yeux, ça c'est impossible. Il faut en parler, il faut l'évoquer, il faut qu'on en discute, il faut que tout le monde en discute. Maintenant, j'aimerais qu'on parle aussi des côtés positifs, qu'on essaie de mettre en avant certaines choses. Alors, je pense qu'on avance dans le positif, on n'avance pas dans le négatif. Voilà, alors on avance avec les actions, on essaie de les relayer, essayer de bien les relayer aussi, c'est difficile, c'est un métier difficile, je crois, de mettre en avant ça. Alors on entend plein de choses, parfois c'est vrai qu'en tant que journaliste on a envie de s'insurger, mais est-ce que c'est notre rôle ? Une certaine neutralité aussi quand même. Voilà, c'est-à-dire est-ce que c'est notre rôle à nous nous ne sommes pas des élus, on n'est pas élus, on n'a pas le pouvoir d'agir. Alors on a certes le pouvoir d'informer. D'informer. Alors est-ce qu'on doit commenter ? Voilà, après c'est une question.
Moi, j'évite de commenter. Là, je l'ai fait aujourd'hui. Mais j'évite de commenter parce que je trouve que dans notre métier, on peut laisser aussi les lecteurs se faire leur propre avis. Alors, en évoquant ce qui se passe, en l'évoquant clairement, sans chichi. Mais est-ce qu'on doit commenter? Est-ce qu'on doit influencer? Je sais pas. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour votre intervention. Merci à vous. C'est ici que s'achève ce rendez-vous de l'info. Je vous retrouve la semaine prochaine encore une fois avec de nouveaux invités, de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV.